L'enregistrement de la caméra embarquée clignotait sur l'écran du smartphone, tremblant et granuleux. Ben le fixait, son café refroidissant dans ses mains, observant les doigts tremblants de son gendre manipuler les commandes de lecture. « Regarde juste », murmura Jake, la voix éteinte. « Dis-moi que je perds la tête. » Ben plissa les yeux vers le petit écran. Sa fille, Emily, entra dans le champ de vision, s'approchant d'un grand homme en blouse de chef blanche devant le mille-fil café. Ils s'embrassèrent brièvement, trop brièvement pour quelque chose de romantique, pensa Ben, et disparurent à l'intérieur. « C'est Simon Rodriguez, » dit Ben, forçant un rire. « Le pâtissier de l'école culinaire. Émilie commande probablement ton gâteau d'anniversaire. Mon garçon, tu es paranoïaque. » La mâchoire de Jake se crispa. Continue de regarder. L'horodatage indiquait 43 minutes de conversation à travers la vitrine du café. Émilie et Simon étaient assis l'un en face de l'autre, des carnets ouverts entre eux, pointant du doigt ce qui ressemblait à des croquis de conception. « Tu vois. » Ben se détendit. « Réunion d'affaires. Dessin de gâteau. Rembobine, » dit Jake doucement, jusqu'au moment où ils sortent. Le doigt de Ben recula dans l'enregistrement. Émilie et Simon sortirent ensemble, se serrèrent la main professionnellement et se dirigèrent vers des véhicules distincts. Rien de suspect. Rien. Arrête, ordonna Jake. Regarde le reflet dans la vitrine du café en face. Ben se pencha plus près. Dans le reflet déformé de la vitre, à peine visible, on apercevait l'entrée d'un motel. Deux silhouettes émergèrent d'une chambre au rez-de-chaussée. La femme portait un trench coat beige distinctif et un foulard émeraude, la même tenue que Suzanne avait affirmé porter à son club de lecture cet après-midi. L'homme à côté d'elle était grand, aux larges épaules, portant une veste en cuir. Sa main reposait de manière possessive sur le bas de son dos alors qu'il se dirigeait vers un pick-up noir. Ben se figea. « C'est impossible », souffla-t-il. La voix de Jake était à peine audible. « Je pensais que je traquais l'infidélité de ma femme. Il s'avère que nous étions tous les deux manipulés. » Ben Walker avait enseigné l'histoire au lycée pendant 37 ans. Il avait vu des élèves mentir, des parents manipulés, des administrateurs comploter. Mais rien ne l'avait préparé au tremblement de terre qui fracturait maintenant ses fondations. Suzanne avait été sa seconde chance de bonheur. Sa première femme, la mère d'Emily, était décédée d'un cancer quand Emily avait 16 ans. Après 5 années de solitude, Suzanne était entrée dans sa vie comme le soleil à travers les nuages d'orage. Chaleureuse, attentive, semblant dévouée à construire une vie ensemble. Maintenant, assis dans sa cuisine à 6 heures du matin, Ben relançait l'enregistrement de la caméra embarquée pour la 12e fois. Le reflet était indubitable. La démarche de Suzanne, son rire, la façon dont elle penchait la tête en écoutant, tout était capturé dans ce miroir de verre déformé. Jake était assis en face de lui, les yeux creux et épuisés. Je suivais Emily depuis 2 semaines, convaincu qu'elle me trompait, installant des applications de suivi, vérifiant ses messages, me rendant fou de suspicion alors que Suzanne était en fait. Ben ne put terminer la phrase. Je suis désolé, Ben. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Le timing, les lieux. Suzanne utilisait les réunions légitimes d'Emily comme couverture. Ben posa le téléphone délicatement, son esprit d'enseignant organisant déjà les faits, les chronologies, les preuves. Qui est-ce? Jake sortit une tablette, ouvrit un navigateur. Ryan Torino, inspecteur des contrats municipaux. Divorcé l'année dernière dans des circonstances financières que les archives du tribunal qualifient de suspectes. La photo montrait un homme d'une 40aine d'années avec des yeux bleus perçants et le genre de sourire prédateur que Ben avait appris à reconnaître chez les élèves à problème, ceux qui se sortaient des conséquences par le charme. Il est spécialisé dans les audits d'infrastructures, continua Jake. Routes, services publics, bâtiments publics, contrats à prix élevé avec de nombreuses possibilités de comptabilité créative. Les mains de Ben se serrèrent involontairement. Depuis combien de temps? D'après les métadonnées de ma surveillance, au moins 4 mois. Peut-être plus. 4 mois de mensonges. 4 mois pendant lesquels Suzanne l'embrassait pour lui dire au revoir chaque matin, partageait des conversations autour du dîner, discutait de projets de retraite, tout en trahissant tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le téléphone de Ben vibra, un texto de Suzanne. Club de lecture en retard. Ne m'attends pas. Je t'aime. Il montra le message envoyé il y a 16 minutes à Jake.
Jake vérifia ses données de suivi. Emily est à la maison avec moi depuis toute la soirée. Son club de lecture se réunit le jeudi, pas le mardi. La rage qui montait dans la poitrine de Ben était volcanique, mais sa voix resta ferme. J'ai besoin de tout savoir. Jusqu'où ça va? Ce qu'il planifie, ce à quoi j'ai vraiment affaire. Jake hocha la tête d'un air sombre. J'ai quelques idées à ce sujet, mais tu n'aimeras pas ce que nous allons trouver. Le lendemain matin, Ben suivit sa routine habituelle, l'esprit en ébullition. Suzanne préparait le petit déjeuner, bavardant de son cours de poterie et de ses projets de week-end, son jeu était impeccable. 28 ans d'enseignement avaient donné à Ben un sens aigu de la tromperie, mais le jeu d'actrice de Suzanne était digne d'un Oscar. La fête d'anniversaire des Henderson est samedi, dit-elle, beurrant une tartine. Tu ne penses pas qu'on devrait leur prendre quelque chose de bien? Peut-être ces verres en cristal de chez Bloomingdale's? Ben acquiesça distraitement, observant ses mains délicates, l'alliance qu'il y avait passée 6 ans auparavant. Comme tu voudras. Après le départ de Suzanne pour son prétendu cours de poterie, Ben se rendit à l'appartement de Jake. Son gendre avait passé la nuit à approfondir les antécédents de Ryan Torino, et les résultats étaient inquiétants. 3 mariages précédents, rapporta Jake, étalant des documents imprimés sur sa table à manger. Chacun s'est terminé par des allégations de manipulation financière. Il a un schéma bien rodé. Il cible les femmes plus âgées qui ont des biens, gagnent leur confiance, puis vident systématiquement leurs comptes. Ben étudia un document judiciaire du 2e divorce de Torino. Son ex-femme affirme qu'il a falsifié sa signature sur des demandes de prêt, ouvert des cartes de crédit à son nom et même essayé de modifier les bénéficiaires de son assurance vie. Les accusations ont été abandonnées, dit Jake d'un ton sombre. Elle n'a pas pu prouver l'intention de frauder. Mais le schéma est clair. L'instinct pédagogique de Ben se réveilla. Montre-moi la chronologie. Jake avait créé un tableau détaillé qui mettait en parallèle les relations de Torino et son historique financier. Chaque mariage coïncidait avec des afflux soudains d'argent, suivis d'investissements mystérieux et d'entreprises qui échouaient inévitablement. C'est un prédateur professionnel, conclut Ben. Et Suzanne est sa proie actuelle. Il y a plus. Jake ouvrit l'application bancaire partagée sur son téléphone. Vérifie tes comptes. Ben se connecta, fit défiler les transactions récentes. Ses versements de pension étaient intacts, mais plusieurs virements plus modestes attirèrent son attention, des montants que Suzanne pouvait retirer sans déclencher d'alerte, mais suffisamment importants pour financer une liaison. 200 ici, 350 là, souligna Jake, toujours avec des explications, courses, réparation de la maison, cadeau pour Emily. La mâchoire de Ben se crispa. Rien de tout cela n'est vrai. C'est encore pire. J'ai fait une enquête de crédit sur vos 2 noms. Quelqu'un a fait des demandes de renseignements concernant le refinancement de votre maison. Ces mots frappèrent Ben comme un coup physique. La maison représentait tout, sa sécurité, l'héritage d'Emily, les fondations de sa retraite soigneusement planifiées. Jake lui tendit un autre document. Ça a été déposé au bureau d'enregistrement du comté il y a 3 jours. Une demande d'information sur l'acte de propriété et le statut de l'hypothèque. Ben fixa la signature falsifiée de Suzanne au bas du document. L'écriture était parfaite. Elle avait eu l'occasion de s'exercer à signer son nom sur les cartes de vœux et les lettres de remerciement au fil des ans. Elle prévoit de tout voler, dit Ben d'une voix calme. Plus que ça, regarde ça. Jake lui montra un formulaire de demande de renseignements sur l'assurance vie portant également des signatures falsifiées. Suzanne avait demandé des détails sur l'augmentation de la couverture de Ben et la modification des désignations de bénéficiaires. La rage volcanique qui montait dans la poitrine de Ben se cristallisa en quelque chose de froid et de calculateur. Sa femme ne se contentait pas de le tromper. Elle se positionnait pour profiter de sa destruction, voire même de sa mort. Il nous faut des preuves, dit Ben, sa voix prenant le ton autoritaire qu'il utilisait avec les classes difficiles. De vraies preuves qui tiendront devant un tribunal. Jake acquiesça. J'ai aussi des idées à ce sujet. Le matériel de surveillance installé par Jake était pratiquement invisible, des enregistreurs vocaux activés par la voix déguisée en objet domestique, une caméra sténopée dans le détecteur de fumée, un suivi GPS sur la voiture de Suzanne. Ben se sentait comme un espion dans sa propre maison, mais la situation exigeait des mesures extrêmes. En une semaine, ils avaient des heures de conversation enregistrées entre Suzanne et Torino, ainsi que des preuves photographiques de leur rencontre dans divers motels du comté. Le contenu était accablant.
Ben n'y voit absolument rien, la voix de Suzanne sortit des haut-parleurs cachés pendant que Jake diffusait les derniers enregistrements. Il croit que je suis cette petite femme au foyer dévouée. Le pauvre vieux fou. Le rire de Torino était cruel. Combien de temps devons-nous encore faire semblant? Plus très longtemps. Je lui fais signer des papiers sans qu'il les lise. Je lui ai dit que c'était juste pour mettre à jour nos polices d'assurance. Une fois le refinancement effectué, nous aurons accès à près de 200 000 $ de capital. Et s'il se méfie? Il ne se méfiera pas. Ben voit ce qu'il veut voir. Il a toujours été comme ça. Les mains de Ben tremblaient tandis que Jake mettait la lecture en pause. 37 ans d'enseignement lui avaient endurci la peau, mais entendre sa femme discuter de sa manipulation avec un mépris aussi désinvolte, c'était comme être écorché vif. Il y a plus, dit Jake doucement. L'enregistrement suivant était encore pire, Suzanne et Torino discutant de scénarios de calendrier, de combien de temps Ben pourrait vivre, de comment accéder à ses prestations de retraite, et si son problème cardiaque faisait de lui un bon candidat pour des causes naturelles. Continue, dit Ben, les dents serrées. Peut-être qu'on en fait trop, suggéra la voix de Torino. Les vieux comme Ben, les accidents arrivent. Une glissade dans la salle de bain, une chute dans l'escalier. Personne ne remet en question le chagrin d'un veuf, surtout quand l'assurance vie paie. La réponse de Suzanne glaça Ben jusqu'à la moelle. J'y ai réfléchi, mais je dois être prudente. Émilie sait que je n'ai pas été la belle-mère parfaite. Si quelque chose se produit trop tôt après qu'on ait vidé ses comptes, elle pourrait se méfier. Ben se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, faisant les 100 pas. En bas, des gens ordinaires menaient des vies banales, promenant leurs chiens, relevant leurs courriers, s'occupant de leur jardin. Son monde avait dégénéré en un cauchemar de tromperie et de prédation. Nous avons suffisamment de preuves pour des accusations criminelles, dit Jake calmement. Fraude, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, peut-être même tentative d'extorsion. Ben se retourna vers son gendre. Non, pas encore. Ben, il parle d'eux. Je sais de quoi il parle, interrompit Ben, sa voix calme mais meurtrière. Et ils vont payer pour chaque mot. Mais nous allons exécuter ça correctement. Complètement, en profondeur, terriblement correctement. Jake étudia l'expression de son beau-père et ressentit un frisson de reconnaissance. C'était la même fureur contenue que Ben déployait face aux brutes et aux tricheurs dans sa classe, calme, méthodique et absolument impitoyable. Qu'avez-vous en tête? Ben sourit, et Jake comprit soudainement pourquoi les élèves à problème avaient appris à craindre cette expression particulière. Je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Le plan que Ben conçut possédait une élégante simplicité. Plutôt que d'agir immédiatement pour arrêter Suzanne et Torino, il les laisserait creuser leur propre tombe tout en construisant un dossier inattaquable contre eux. Au cours des 2 semaines suivantes, Ben joua le rôle du mari parfait et naïf. Il signa les documents que Suzanne lui présentait, accepta ses suggestions concernant les modifications d'assurance, l'accompagna même à un rendez-vous bancaire où elle le présenta à un conseiller financier qui était, en réalité, le complice de Torino. Cependant, derrière la façade, Ben documentait méticuleusement chaque chose. Il photographiait subrepticement chaque document avant de le signer, enregistrait chaque conversation et suivait chaque transaction. Plus important encore, il commença à tendre des pièges. Collaborant avec l'expertise technologique de Jake et sa propre planification méthodique, Ben créa une piste numérique qui exposerait finalement toute la conspiration. Il ouvrit un compte bancaire secret en utilisant uniquement son nom, y transféra ses cotisations de retraite et commença à transmettre de fausses informations à Suzanne concernant ses biens. « Parle-moi encore du bateau », dit Suzanne lors d'un dîner un soir, sa voix désinvolte, mais ses yeux trahissant son avarice. Ben sourit innocemment. « Quel bateau ? Celui que ton frère t'a laissé. Tu as dit qu'il valait 30 000. » Ben n'avait jamais possédé de bateau, et il n'avait jamais eu de frère qui en possédait un. Cependant, 2 semaines auparavant, il avait orchestré un faux appel téléphonique à portée d'oreille de Suzanne, discutant d'un héritage fictif d'un parent fictif. Ah, ça. Oui, il est amarré à Newport. J'envisageais de le vendre. En fait, 35 000, c'est la valeur marchande actuelle. La fourchette de Suzanne s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Tu n'as pas dit que tu voulais le vendre. Eh bien, on pourrait utiliser l'argent pour des rénovations, ou peut-être ce voyage en Europe dont tu rêves. Il observa l'esprit de Suzanne s'emballer, calculé, intrigué. Ce soir-là,
les enregistreurs cachés capturèrent son appel excité à Torino, l'informant du nouvel actif qu'ils pouvaient cibler. Chaque trésor fictif que Ben leur tendait, une voiture de collection entreposée, des actions héritées de sa première femme, un coffre-fort rempli de pièces, était soigneusement documenté et enregistré. Au moment où il conclut, Suzanne et Torino avaient avoué sur bande avoir planifié des vols de biens qui n'existaient pas. Pendant ce temps, Jake poursuivait sa propre piste. Tirant parti de ses contacts dans le développement de logiciels, il avait créé de faux profils sur les réseaux sociaux et avait commencé à fournir à Torino des informations sur d'autres victimes potentielles, des veuves fortunées, des cadres à la retraite, toute personne qui pourrait sembler être une cible facile. Torino mordit à l'hameçon, se vantant avec enthousiasme de ses méthodes et partageant les détails d'arnaques passées. Bientôt, Jake avait enregistré des preuves de multiples escroqueries en cours. Il a au moins 6 femmes à l'hameçon en ce moment, rapporta Jake lors d'une de leurs réunions clandestines. Une infirmière retraitée à Portland, une veuve à Salem, même une femme en Californie qu'il fait patienter en ligne. Ben secoua la tête d'un air sombre. Un prédateur professionnel, comme nous le soupçonnions. Combien de vies a-t-il détruites? D'après ce que j'ai découvert, probablement des dizaines. Certaines de ces femmes ont perdu toutes leurs économies de retraite. L'ampleur de l'entreprise criminelle de Torino était stupéfiante, mais elle fit aussi germer une idée de vengeance parfaite, une vengeance qui non seulement détruirait le traître de sa femme, mais pourrait potentiellement aider ses anciennes victimes à récupérer leurs pertes. Je pense qu'il est temps de contacter les autorités, dit Ben, mais pas la police locale. C'est du Federal Fraud, fraude par fil, racket. Il faut le FBI. Les yeux de Jake s'écarquillèrent. Êtes-vous certaine? Une fois que nous impliquons les agents fédéraux, il n'y a plus de retour en arrière. Oh, j'en suis certaine. Suzanne et son petit ami désirent jouer dans la cour des grands. Observons comment ils gèrent la prison fédérale. L'agent spécial Patricia Vance enquêtait sur les crimes financiers depuis 15 ans, mais l'affaire que Ben Walker lui présentait était inhabituellement bien documentée. La plupart des victimes de fraude approchaient le FBI avec des soupçons et des bribes de preuves. Ben arriva avec du matériel d'enregistrement, des relevés financiers détaillés et une chronologie exhaustive des activités criminelles. Monsieur Walker, dit l'agent Vance, en examinant les documents dans son bureau local de Portland, c'est un travail remarquable. Vous devriez envisager un changement de carrière. Le sourire de Ben était amer. Je vais m'en tenir à l'enseignement, bien que je suppose qu'il existe certaines similitudes. L'agent Vance étala les photos et les transcriptions sur son bureau. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien l'étendue des dégâts. Votre femme et Ryan Torino ont une liaison tout en vous fraudant systématiquement de vos biens matrimoniaux. Ce n'est que le début, répondit Ben. Il lui tendit la recherche de Jake sur les autres victimes de Torino. Nous pensons qu'il mène des escroqueries similaires dans plusieurs États depuis plus d'une décennie. L'agent siffla doucement en examinant les preuves. Fraude électronique, fraude postale, vol d'identité, association de malfaiteurs pour commettre des crimes fédéraux. Monsieur Torino a été occupé. Qu'en est-il de ma femme? Faux et usage de faux, association de malfaiteurs, possible complicité de racket, si nous pouvons prouver qu'elle était au courant de ses autres victimes. L'agent Vance leva les yeux des documents. Elle risque une peine fédérale sérieuse. Ben ressentit une froide satisfaction. Que se passe-t-il ensuite? Nous aurons besoin que vous continuiez votre routine normale pendant que nous préparons l'affaire. Pouvez-vous gérer cela? Continuer à prétendre que rien ne va mal? Ben pensa à la performance de Suzanne ce matin, bavardant de projets pour le week-end tout en complotant secrètement sa ruine financière. Je crois que je peux gérer cela. Nous devrons également nous coordonner avec d'autres bureaux locaux pour démanteler simultanément les autres opérations de Torino. Ce genre de prédateur est comme une araignée, tirer un fil, et toute la toile s'effondre. L'agent Vance commença à organiser les preuves en piles soignées. Encore une chose, monsieur Walker. Lorsque nous passerons à l'action, ce sera rapide et complet. Votre femme sera arrêtée chez vous, probablement tôt le matin. Êtes-vous préparé à cela? Ben se préparait à ce moment depuis la première fois qu'il avait visionné cette vidéo de la caméra embarquée. Agent Vance, je regarde ma femme me mentir au visage depuis des mois tout en planifiant de voler tout ce pour quoi j'ai travaillé. La regarder se faire arrêter sera le moment le plus honnête de notre mariage. L'expression de l'agent s'adoucit légèrement. Je suis désolé que vous viviez cela. La trahison d'un conjoint est l'une des pires choses que les gens puissent vivre. Ben se leva pour partir,
rassemblant ses copies d'épreuves. Vous savez ce qui est le pire? Ce n'est pas l'argent, ni même l'infidélité. C'est qu'elle m'a rendu complice de ma propre destruction, m'a fait signer des papiers, me faisant lui faire confiance, me faisant croire en nous. Elle a utilisé mon amour comme une arme contre moi. Il s'arrêta à la porte. Mais elle a commis une erreur cruciale. Laquelle? Le sourire de Ben était glacial. Elle a sous-estimé ce qui se passe quand on essaie d'escroquer un enseignant. Nous sommes spécialisés dans la capture des tricheurs. Les raids eurent lieu simultanément dans 4 États. Un mardi à 6 heures du matin, Ben buvait du café dans sa cuisine lorsque l'équipe tactique du FBI encercla sa maison. Même si l'agent Vance l'avait prévenu que cela se produirait, Suzanne portait encore son peignoir lorsque l'agent Vance frappa à la porte d'entrée, mandat à la main. « Suzanne Walker, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs pour commettre des fraudes, faux et usage de faux, et racket », annonça l'agent Vance alors que Suzanne ouvrait la porte. L'expression de choc sur le visage de Suzanne était totale. Elle se tourna vers Ben, la confusion et la peur se disputant dans son expression. « Ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Ben posa sa tasse de café avec précaution. « La même chose qui arrive à ton petit ami en ce moment, la justice. » Le visage de Suzanne devint blanc comme un linge alors que les menottes se refermaient autour de ses poignets. « Tu savais? Depuis combien de temps le sais-tu? Assez longtemps pour documenter chaque crime que tu as commis, chaque mensonge que tu as raconté, chaque plan que tu as élaboré. » La voix de Ben était professorale, calme, dévastatrice. « Tu croyais vraiment que tu pouvais voler un enseignant sans que je remarque les schémas, que je vérifie ton travail, que je note ta performance? » Les agents du FBI commencèrent à fouiller la maison, saisissant méthodiquement des documents et des appareils électroniques. Suzanne se débattait contre les menottes, son sang-froid complètement brisé. « C'est de la folie, hurla-t-elle. Ben, dis-leur que tout cela est une erreur. Je suis ta femme. Tu es une criminelle, répondit Ben froidement. Et les criminels doivent en subir les conséquences. L'agent Vance fit un pas en avant. Madame Walker, nous avons des enregistrements de vous en train de planifier de frauder votre mari, de falsifier sa signature et potentiellement de lui faire du mal. Vous avez le droit de garder le silence. Des enregistrements? La voix de Suzanne se brisa. Ben, tu m'as enregistré? Tu m'as espionné? Le rire de Ben était amer. Je me suis protégé d'une prédatrice qui se trouvait, par hasard, dans mon lit. Tandis que les agents conduisaient Suzanne vers leur véhicule, elle tenta une dernière manipulation. Ben, s'il te plaît. Tout ceci est un malentendu. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ben les suivit dehors, où des voisins se rassemblaient pour assister au spectacle. Suzanne, tu as dit à ton petit ami il y a 3 jours que j'étais un pauvre vieux idiot qui ne ferait de toute façon plus long feu. C'est enregistré. La contenance de Suzanne finit par s'effondrer complètement. Tu m'as enregistré? Tu m'as espionné dans notre propre maison. Je me suis protégé d'une association de malfaiteurs, répondit froidement Ben. Ce que j'aurais dû faire dès l'instant où je t'ai rencontré. Le moteur du véhicule du Bureau fédéral d'investigation rugit, mais Suzanne résistait à l'idée d'être placée à l'intérieur. Ben, ne les laisse pas faire ça. On peut arranger ça. L'agent Vance dut retenir physiquement Suzanne alors qu'elle se jetait sur Ben, les menottes s'entrechoquant. Tu es en train de nous détruire. On avait des projets. On envisageait un avenir. Tu envisageais des projets pour me voler mon avenir, rétorqua Ben. Maintenant, tu as entre 7 et 12 ans de prison fédérale pour méditer sur ces projets. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent. 7 à 12 ans? De quoi tu parles, Ben? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai noté ta prestation, dit Ben tranquillement. Tu as échoué. Tandis que le véhicule du Bureau fédéral d'investigation s'éloignait avec Suzanne à l'intérieur, Ben sentit un poids s'envoler de ses épaules, un fardeau qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait. Pour la première fois depuis des mois, il pouvait respirer librement. Jake sortit de sa propre maison de l'autre côté de la rue, d'où il avait observé le déroulement des arrestations. Comment te sens-tu? Ben réfléchit attentivement à la question. Libre. En colère. Trahi. Mais surtout instruit. Instruit. J'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui. J'ai appris la distinction entre l'amour et la manipulation, entre la confiance et la naïveté.
entre être un homme bon et être une victime. Jake fit un signe de tête en direction des véhicules du Bureau fédéral d'investigation qui disparaissaient au coin de la rue. Tu penses qu'elle va essayer de conclure un accord? Le sourire de Ben était acéré. Oh, je compte dessus. Plus elle révélera de choses, plus ils auront de preuves contre tout le réseau de Torino. Suzanne a toujours été une artiste douée. Voyons voir si elle sera aussi performante sur la scène fédérale. Le procès dura 6 semaines et domina la couverture médiatique locale. Ben s'assit dans la galerie tous les jours, observant l'avocat de la défense de Suzanne tenter, sans succès, de la dépeindre comme une victime de la manipulation de Torino. L'accusation, menée par Michelle Torres, procureure adjointe des États-Unis, démantela systématiquement ce récit, en utilisant les enregistrements de Ben et les preuves numériques de Jake. Mesdames et messieurs les jurés, déclara Torres lors de sa déclaration liminaire, cette affaire concerne des prédateurs qui ont ciblé l'amour et la confiance d'un homme pour voler les économies de toute une vie. L'accusée n'a pas été trompée. Elle a été un participant actif à une entreprise criminelle. L'avocat de Suzanne, un avocat privé coûteux payé avec ce qui restait de ses biens personnels, tenta de plaider la contrainte et la manipulation émotionnelle. Ma cliente a été manipulée par Ryan Torino, un escroc chevronné qui a exploité sa solitude et sa vulnérabilité. La défense a fait valoir qu'elle était autant une victime que quiconque. Mais les enregistrements ont brossé un tableau différent. Heure après heure, le jury a écouté Suzanne planifier avec enthousiasme la destruction financière de Ben, discutant des scénarios de calendrier pour accéder à sa pension, riant même de sa nature confiante. La preuve la plus accablante provenait d'une conversation enregistrée quelques jours seulement avant les arrestations, où Suzanne discutait de l'accélération de leur calendrier. J'en ai marre de faire semblant de me soucier de ces leçons d'histoire ennuyeuses et de ces plans de retraite stupides. La voix de Suzanne résonna dans la salle d'audience. Débarrassons-le de tout et disparaissons. Il est de toute façon trop pathétique pour se défendre. Ben regarda Suzanne tressaillir alors que ses propres mots la condamnaient. Elle jeta un coup d'œil vers lui une fois pendant cette lecture, et il croisa son regard avec fermeté. Plus de colère maintenant, juste une évaluation froide. La salle d'audience entra en éruption lorsque Torres diffusa l'enregistrement où Suzanne et Torino discutaient de scénarios de cause naturelle pour la mort potentielle de Ben. Plusieurs jurés reculèrent visiblement, et une femme âgée secoua la tête avec dégoût. « Votre honneur », s'opposa l'avocat de Suzanne. Cet enregistrement est complètement sorti de son contexte. Rejeté, déclara le juge Morrison. Le jury entendra le contexte complet des propres mots de l'accusé. Lorsque Torino témoigna à sa propre défense, son arrogance était époustouflante. Même face à de multiples accusations fédérales, il tenta de charmer le jury avec des histoires sur son enfance difficile et ses mariages ratés. « Je n'ai jamais voulu blesser personne », témoigna Torino. « J'essayais juste de construire une vie avec Suzanne. Parfois, les choses se compliquaient, mais mes intentions ont toujours été honnêtes. » Le contre-interrogatoire de l'accusation fut brutal. M. Torino, aviez-vous des intentions honnêtes lorsque vous avez falsifié la signature de M. Walker sur les demandes de prêt? C'était l'idée de Suzanne. Aviez-vous des intentions honnêtes lorsque vous avez envisagé si M. Walker pouvait mourir de cause naturelle avant que vous ne puissiez lui voler sa pension? Cela a été sorti de son contexte. Aviez-vous des intentions honnêtes lorsque vous avez dit à Suzanne que les hommes plus âgés comme M. Walker étaient de bonnes cibles parce que personne ne remet en question les accidents? Le calme de Torino finit par se fissurer. Vous ne comprenez pas la pression que je subissais. Suzanne exigeait plus d'argent, menaçant de partir si je ne m'exécutais pas. C'est elle qui poussait à des tactiques plus agressives. Suzanne se leva d'un bond de la chaise du prévenu. Menteur. Vous m'avez manipulé dans tout. Vous avez dit que quelques milliers de dollars ne manqueraient pas à Ben. À l'ordre. Le juge Morrison frappa avec son maillet. Madame Walker, asseyez-vous immédiatement, sinon vous serez reconnue coupable d'outrage. Ben observa le visage de Suzanne pendant que son partenaire la sacrifiait. Quel que soit l'amour ou le partenariat qu'ils avaient partagé, il s'évapora sous les lumières crues des poursuites fédérales. Pendant le réquisitoire de Torres, elle diffusa des enregistrements sélectionnés tout en pointant directement Suzanne du doigt. Mesdames et messieurs, écoutez les propres mots de l'accusé. Ce n'est pas une femme qui est manipulée ou contrainte. C'est une femme qui qualifiait son mari de pathétique tout en planifiant sa destruction financière. Suzanne sanglota pendant tout le réquisitoire, mais les visages des jurés restèrent impassibles.
Après avoir délibéré pendant moins de 4 heures, ils rendirent leur verdict. Sur l'accusation de conspiration en vue de commettre une fraude par virement bancaire, nous déclarons l'accusé coupable. Sur l'accusation de faux en écriture au premier degré, nous déclarons l'accusé coupable. Sur l'accusation de racket, nous déclarons l'accusé coupable. Suzanne s'effondra à chaque verdict de culpabilité, comprenant enfin que sa performance avait échoué auprès de son public le plus important. Torino fixa droit devant lui, son charme de prédateur finalement épuisé. Le juge Catherine Morrison prononça leur sentence 2 semaines plus tard, et la salle d'audience était bondée de médias et de spectateurs. Monsieur Torino, vous êtes un criminel de carrière qui a victimisé des personnes vulnérables dans plusieurs États depuis plus d'une décennie. Ce tribunal vous condamne à 12 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de mise à l'épreuve sous surveillance. Vous devrez également verser une restitution à toutes les victimes identifiées, pour un montant total d'environ 1 200 000 $. Les jambes de Torino faillirent se dérober sous lui en encaissant la sentence. L'huissier se rapprocha, prêt à le rattraper s'il tombait. Madame Walker, bien que votre rôle ait été un peu moins important, vous avez activement participé à la fraude envers votre propre mari, un homme qui vous faisait entièrement confiance. Ce tribunal vous condamne à 7 ans de prison fédérale, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve sous surveillance. Suzanne sanglota inconsolablement pendant que les huissiers l'emmenaient. Elle regarda Ben une dernière fois, son visage exprimant le désespoir et la supplication. Ben se leva lentement, remit sa cravate en place et quitta la salle d'audience sans un regard en arrière. Émilie le trouva plus tard dans la soirée, assis sur sa véranda avec un verre de whisky et le journal local. Le titre principal disait « Un enseignant local révèle un réseau de fraude multi-États ». Papa. La voix d'Émilie était hésitante. Elle avait assisté à certaines audiences du procès, mais avait du mal à gérer les émotions complexes liées au fait de voir sa belle-mère être reconnue coupable. Ben leva les yeux vers sa fille, sa vraie famille, la seule personne dont l'amour n'avait jamais été une performance ou une manipulation. « Comment vas-tu, ma chérie ?» Émilie s'assit à côté de lui sur la balançoire de la véranda. « Je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû le voir. Suzanne posait toujours des questions bizarres sur tes finances, ton assurance maladie, tes plans de retraite. Je pensais qu'elle se souciait simplement de toi. Elle était très douée pour sa performance, dit Ben doucement. Même moi, j'y ai cru pendant 6 ans. Es-tu en colère contre moi de ne pas avoir percé son jeu? Ben posa son whisky et prit la main de sa fille. Émilie, tu protégeais ta relation avec moi. Tu voulais que je sois heureux. Il n'y a rien de mal à ça. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et d'or. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda finalement Émilie. Ben réfléchit à la question. La maison semblait vide sans le bavardage constant de Suzanne, mais elle semblait aussi propre, exempte de tromperie et d'intentions cachées. « Maintenant, je vais découvrir qui je suis quand je ne suis plus la cible de quelqu'un, dit-il. J'ai ma pension, la maison, suffisamment d'économies pour tenir aussi longtemps que nécessaire. Et surtout, j'ai retrouvé mon respect de moi-même. » Émilie lui serra la main. « Je suis fier de toi, papa. D'avoir riposté. De ne pas les avoir laissés te détruire. » Ben sourit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Tu sais ce que ta mère disait? Que la meilleure vengeance, c'est de bien vivre. Je pense qu'elle n'avait qu'en partie raison. Quelle est l'autre partie? La meilleure vengeance, c'est de s'assurer que les personnes qui ont essayé de te détruire assument les conséquences de leur choix. Suzanne et Torino n'ont pas seulement volé de l'argent. Ils ont volé la confiance, la tranquillité d'esprit, la sécurité. Ils méritaient tout. Tout ce qu'ils ont eu. J'ai qu'apparu au coin de la maison, 2 bières à la main et une expression satisfaite sur le visage. J'ai vu le reportage. Torres dit qu'ils reçoivent déjà des tuyaux sur d'autres victimes de Torino de tout le pays. Ben accepta l'une des bières. Combien? Au moins 15 pour l'instant. Le FBI pense que cette affaire pourrait démanteler des réseaux de fraude dans 6 États. Émilie secoua la tête, stupéfaite. Papa, tu ne t'es pas seulement sauvé toi-même. Tu as sauvé tous ces gens. Ben prit une longue gorgée de sa bière, pensant à cette infirmière âgée de Portland qui avait perdu ses économies de retraite, à cette veuve de Salem qui avait été escroquée du montant de l'assurance de son défunt mari. Parfois, il faut choisir, dit-il finalement. On peut être une victime, ou on peut être la personne qui arrête les bourreaux.
J'ai choisi de les arrêter. Tous les trois restèrent assis sur le porche tandis que l'obscurité tombait, conversant de l'avenir plutôt que de s'attarder sur le passé. Pour la première fois depuis des mois, Ben sentit qu'il avait un avenir qui valait la peine d'être attendu. Son téléphone portable vibra, signalant un SMS de l'agent Vance. Le réseau de Torino se désagrège, arrestation dans 3 autres États aujourd'hui. Vos preuves aident les procureurs dans tout le pays. Merci. Ben montra le message à Emily et Jake, puis le supprima. La justice avait triomphé, la vengeance avait été assouvie et les prédateurs qui l'avaient ciblé étaient confrontés aux répercussions de leurs décisions. Le lendemain, ils commenceraient à reconstruire. Ce soir-là, il savourerait simplement d'être libre. Assis là avec sa vraie famille, Ben repensa à l'étrange parcours qu'il avait mené à ce point. Une simple vidéo embarquée, destinée à révéler une simple liaison, avait dévoilé quelque chose de bien plus sinistre et lui avait fourni les instruments pour riposter. Suzanne avait raison sur un point, il vieillissait, et il vivait en partie dans le passé. Cependant, elle avait mal calculé sa capacité à apprendre, à s'adapter et à contre-attaquer lorsqu'il était menacé. Après tout, il était enseignant, et parfois les leçons les plus importantes sont dispensées en dehors de la salle de classe. 2 ans plus tard, Ben reçut une lettre transmise par son avocat. Elle provenait de Suzanne, écrite depuis la prison fédérale de Danbury, dans le Connecticut. L'enveloppe avait été ouverte et inspectée par les autorités pénitentiaires, mais la lettre à l'intérieur était restée intacte. « Cher Ben », commençait-elle de l'écriture familière de Suzanne. « Je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais je dois essayer. J'ai eu 2 ans pour réfléchir à ce que je t'ai fait, à nous, à notre mariage. Je ne peux rien défaire. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant à quel point j'ai eu tort. » Ben faillit jeter la lettre, mais quelque chose le força à continuer sa lecture. Les autres femmes ici, certaines d'entre elles sont des victimes comme celles que Ryan a ciblées. En entendant leurs histoires, en témoignant de leur douleur, je comprends enfin ce que nous t'avons fait subir. Ce que je t'ai fait subir. Tu me faisais entièrement confiance, et j'ai trahi cette confiance de la pire des manières. Je ne demande pas pardon. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que la femme qui prévoyait de voler ton avenir a disparu. La prison vous change, ou elle vous détruit. J'ai choisi d'être changé. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu as trouvé la paix. Tu mérites tellement mieux que ce que je t'ai donné, Suzanne. Ben plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir de son bureau. Il n'éprouva aucune satisfaction de son remords, aucun désir de réconciliation, mais pas non plus de colère. Suzanne était devenue une étrangère pour lui, un récit édifiant sur les dangers de la confiance mal placée. Ce soir-là, Emily et ses enfants vinrent dîner. Son petit-fils, Tommy, qui avait maintenant 8 ans, insista pour montrer à Ben son dernier projet d'histoire, une affiche sur les héros de la Seconde Guerre mondiale. « Papy Ben », dit Tommy avec sérieux. « Ma maîtresse dit que tu es un héros dans la vraie vie parce que tu as attrapé des méchants et aidé d'autres personnes. » Ben s'agenouilla au niveau de Tommy. « Tu sais ce qui fait de quelqu'un un vrai héros, Tommy ? » « Quoi ? » Défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand les méchants sont des gens en qui on pensait pouvoir avoir confiance. Tommy hocha la tête solennellement. « Comme tu l'as fait avec mamie Suzanne. Comme je l'ai fait avec mamie Suzanne. » Plus tard, après que la famille d'Emily fut partie pour rentrer chez elle, Ben s'assit sur son porche avec une tasse de café et regarda les étoiles se matérialiser dans le ciel nocturne clair. La maison était calme, paisible, vraiment la sienne. Pour la première fois depuis des années, il repensa à la lettre de Suzanne, aux victimes de Torino qui recouvraient progressivement leurs biens volés, au programme de prévention de la fraude qui avait été mis en place grâce à son affaire. Les répercussions de son choix de riposter continuaient de se propager, protégeant d'autres victimes potentielles des prédateurs qui les chassaient. L'ironie finale ne lui échappait pas, Suzanne et Torino avaient planifié de lui voler son avenir. Au lieu de cela, il lui avait octroyé quelque chose de plus précieux que l'argent, la connaissance qu'il était plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé, plus intelligent qu'il ne l'avait jamais soupçonné, et plus impitoyable qu'il n'avait jamais craint. Alors que les premières étoiles pointaient dans le ciel, Ben leva sa tasse de café dans un toast silencieux à la justice rendue, aux leçons apprises, et aux prédateurs enfermés là où ils devaient être. La leçon était terminée. Fin du cours. Tak for en god vej, når det er altså svært, det er blevet tænkt. Er det også sådan, når folk de bruger bits til at forstørre noget ved dig? Ja. I chatten popper den så også op på din skærm nu?
det tror jeg ikke. Det gør den på min, så nu har jeg sådan en kæmpe ko på min skærm. What? Prøv at prøve det, gutter. Eller fucking god. Hvor går du i Det er byen kommet flere hen? steder, jeg har aldrig set det. Hvor går du i byen hen i Esbjerg? Det gør jeg sgu ikke. Mars er jo stor fan af pionerbar. Det er den der 16 plus bar, der er en stor fan af. Nå, har du fået brød? Det er også den der strip på om torsdagen, tror jeg. Jeg har 18 brød, ja. Så er det lidt med der, så har vi en masse brød der. Ja. Havde du noget jern? Nej, jeg har kun én. Men ham der, han har noget, Skal tror jeg jeg. lige nok ham her? Det, Jeg har ham her. Bare okay. ikke bevæge dig. Ja. Han skubber bare. Ja, jeg har bare... Ja. Det er sgu fornøje. Nice. Nu har jeg 5. Tak. Hvad mangler du af tools? En pickaxe, tænker jeg. Jeg har 1 diamond. Har du noget der? Nej. Nå. Bare lav en iron pickaxe. Jeg har lavet iron pickaxe og iron økse. Okay. Der er 3 emeralds tilbage. Fuck. Skulle vi lige have et skjold? Har du wood? Jeg har droppet dig en masse... Nå, det var fuck... Nej. Det var bare sticks. Ja. Hvorfor købte du ikke pile for de sidste 3 emeralds? Jeg fik dem her i den chest, der var her. Nå. Men vi kan lige hurtigt gøre det, han er her. Jeg tror så. Ja. Skal jeg bygge dig et skjold her, eller hvad? Nej, jeg har nu. Er du sikker? Jeg har til dig. Men jeg har nu. Okay, fint. Der er en kant på cam, og ikke helt i hjørnet. Der er ikke nogen kanter. Lad os lige have vores sammen af traderne herovre. Men der ligger 3 mere på Bedre jorden. udførelse end sidst. Vi er fucking... Nå, det er fordi, jeg kan tage dem op. Nå, Nice. Godt arbejde, Jonas. very Kan nice. jeg ikke lige snipe den for lang afstand? Jo, perfekt. Nå. Natural delight. Tak skal du have, homie. Så har jeg... Der ligger pile hen til dig. Nå, der ligger 32 pile her. Værsgo. Der Ja. er 2 stacks. Men hvor meget jern har du? Hvad har du? 3 styks. Okay, så vi har nok til en spand og en flintensteel, præcis. Jamen, jeg har også de der... dem her. Nå ja, okay. Jeg har 5 af dem. Så sparer jeg bare Ja, lidt den ene dem der. Lad os lige hakke lidt ekstra træ, just in case. Ja. Det er aldrig dumt at have ekstra træ på sig. Der er en halv centimeter på hver side af cam. Nå ja. Hvad er det, man kan der gør? Det er altså meget. En halv centimeter. Ja, det kommer man langt med. Christine, man lærer jo med erfaring. Specielt som mand, så lærer man tingene med erfaring. Og det er godt. Og det er mig og Martin, vi er nogle meget erfarne herrer her. Man kan altid bruge lidt ekstra. Ja, men det er rigtigt nok. Hvad så nu? Hvad tænker vi planen er? Skal vi bare Vi ned skal have noget eller? guld. Vi skal have noget guld først. Heroppe fra? Hvorfor? Er det ikke nemmere at få det i nether? Tør vi jo direkte i nether, når vi er chained together? Er det ikke bare... Er det ikke en dum risiko at løbe, eller hvad? Det ved jeg ikke. Vi har ikke prøvet det endnu. Altså, jeg synes jo, det er fint, at vi bare går ned og miner i sådan et kvarter. Men okay, men hvor meget guld får vi ud af at mine i et kvarter? Og så kan vi også få lidt diamanter og sådan noget, jo. Kunne det ikke være fedt? Okay, men så skriver vi Okay, koordinater ned på den vi her laver- lava. Nej, fuck det. Kom, vi laver bare det her. Nu tager vi din taktik. Jeg stoler på dig. Jeg stoler Okay. på det her. Ja, men så er det fint nok. Har du fået lavet en spand? Nej, for det er dig, der har jernet. Vi skal også bruge vand i øvrigt, så vi skal lige Skål. tilbage Ja, igen. og vand var det, der var lige der. Ja, Ligger her. Godt, og det er dig, der laver den. okay, det er fint nok. Det er godt til jer. Ja, det er fucking godt, Christine. Vi elsker at få erfaring, mig og Martin. Ja, ikke med Nogle gange hinanden. også sammen. Det er rigtig fint. What? Nå. Hvorfor har du 2 gambling clips som top 10? Det er fordi folk, de lider lige på gambling. Ja. Hvad har jeg? Min Gaga, og hvad har jeg ellers? På top 10? Jeg ved ikke, hvad du mener, Satine, med hvordan jeg vil beskrive det under. Har du blocks af en eller anden art, dækker wood? Ja. Skød. Må jeg ikke lige låne 2 fire charges? Jo. Skød. Tak. Og så har du 1 tilbage, ikke? Jeg har 3 stadigvæk. Okay. Jeg har masser. Okay, kom lige lidt med her, og så skal du være klar til at løbe. Hvorfor, Martin? Vi får blocks ud af det. Er du klar til at løbe? Ah! What the fuck? Nice. Det skulle vi gerne få sådan en 1,5 stack dirt af, det her, by the way. Ja, sindssygt. Jeg fik 45. Ja, og jeg har 1,5 stack.